On a ensuite les métadonnées. C'est la dernière chose qu'on doit voir. C'est tout simplement ce qui se trouve dans la balise head. Pour l'instant, on n'a rien mis du tout dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux parties, comme on avait dit dans un HTML, il y a le head et le body, qui sont deux choses très différentes. Le body est à destination de l'utilisateur, c'est le contenu qu'on va afficher sur le site pour l'utilisateur. Alors que le head, c'est un contenu qui est à destination du navigateur, des moteurs de recherche, des outils d'accessibilité, ce genre de choses qui vont aller lire le code. Et du coup, ça permet d'apporter des informations complémentaires pour ce type d'outil. Alors ça peut faire quelques petites nuances quand même pour l'utilisateur, mais pas nécessairement. Il y a une première balise d'entête de HTML qui est très simple, c'est la balise title. Et cette balise, en fait, elle va permettre de définir un titre à la page. Et ce titre, on va le retrouver en fait sur les onglets ici en haut dans le navigateur. Ce qui s'affiche ici, c'est le title de la page, donc ce qui est précisé dans la balise title du head. Ensuite, on a les balises link qui peuvent servir pour plusieurs choses. Alors, elles peuvent permettre généralement en fait d'importer des ressources externes. Ça peut être différents types de ressources. On l'utilise beaucoup pour les feuilles de style CSS. Pour ça, on utilise par exemple link rel égale style sheet pour définir que le contenu euh, associé est une feuille de style. On précise un type pour définir quel type de fichier est utilisé et doit être chargé. Donc c'est du texte CSS. Et on précise un href pour dire bah voilà le fichier que je veux charger. Balise auto-fermante, celle-ci. On peut aussi l'utiliser pour d'autres choses. Le link, par exemple, on peut faire un link rel égale favicon. Href, on met une image, donc slash image slash quelque chose. Et cette image, c'est celle qui va apparaître dans la barre de navigation, toujours à côté du titre. Donc c'est la petite icône qui se trouve ici, le favicon. On a d'autres balises aussi qui existent. Il y a par exemple la balise de script qui permet de charger un fichier de script. Alors vous me direz, je vous ai dit le link c'est pour charger des ressources externes. Oui, mais c'est des ressources statiques. Le script est un fichier dynamique qui va être exécuté par le navigateur. Et autant avant, on pouvait préciser script, un type pour dire si c'était du JavaScript ou d'autres choses, parce qu'il existait d'autres langages pour faire du script. Aujourd'hui, avec le HTML5, les autres langages sont devenus obsolètes, et du coup, la balise de script ne sert plus qu'à faire du JavaScript. Donc il n'y a plus besoin de préciser le type de données dans la balise de script. Cette balise, il y a deux façons de l'utiliser. Soit on fait un src et on précise mon fichier.js pour charger ce fichier-là. Dans ce cas-là, il faut mettre quand même le slash script. Ce n'est pas une balise auto-fermante, même si on ne met pas de contenu à l'intérieur. Tout simplement parce qu'il y a une autre façon de l'utiliser qui est de faire script slash script et d'écrire le JavaScript ici à l'intérieur au lieu de charger un fichier. Les deux sont possibles et du coup la balise nécessite une balise fermante. On a aussi les méta. Alors ça c'est des choses qui vont être utilisées simplement par les navigateurs, moteurs de recherche, etc. mais que l'utilisateur ne voit pas du tout. Donc ce sont un ensemble de balises qui commencent toujours par méta, mais avec des attributs qui vont changer. On a par exemple le meta charset qui permet de définir l'encodage de caractères utilisé par le site. Alors un encodage de caractères, déjà, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir déjà les ordinateurs traitent toutes les données en binaire. Ça, vous avez déjà dû en entendre parler. Donc toutes les données sont des 0 et des 1. C'est-à-dire soit on n'a pas de charge électrique, soit on a une charge électrique qui permet de définir est-ce que c'est un 0 ou un 1 comme donnée. Et c'est ces ensembles de données de 0 et de 1 qui se suivent qui permettent de former des données. Et par exemple, pour les caractères, généralement, on travaille sur ce qu'on appelle un octet. Donc un octet, c'est 8 bits, donc 8 chiffres entre 0 ou 1, comme ça. Et ça va permettre de définir un caractère. Donc le nombre de 0 ou de 1 qui sont ici va permettre de définir que c'est tel ou tel caractère. Sauf que comment définir quel nombre correspond à quel caractère? Dans ce cas-là, en fait, on utilise ce qu'on appelle des fichiers d'encodage de caractères. Et ces fichiers, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a des nombreux qui existent, parce qu'à l'origine, ils étaient relativement petits, on ne pouvait pas en faire des trop gros.
Et vu qu'il y a plein d'alphabets différents qui existent dans le monde, nous on utilise l'alphabet latin, mais il y a l'alphabet russe, il y a l'alphabet chinois, il y a l'alphabet japonais, et j'en passe, il y en a plein qui existent, donc plein de caractères différents qui existent. Et du coup, il y avait besoin d'avoir plein de fichiers d'encodage différents pour pouvoir utiliser les différents encodages et savoir adapter par rapport aux besoins qu'on avait, par rapport à ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, il y a un fichier qui existe alors depuis un petit moment déjà, qui s'appelle l'UTF-8. Il y a l'UTF-16 aussi d'ailleurs, qui comprend beaucoup plus de caractères encore. Mais l'UTF-8, c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui sur le net, parce que c'est un fichier d'encodage de caractères qui regroupe beaucoup de caractères de beaucoup de langues et de beaucoup d'alphabets différents, et qui répond à 95% des besoins sur le web. Il y a assez peu de besoins qui ne sont pas dans l'UTF-8 aujourd'hui. Et l'UTF-8, du coup, il permet de définir ces données binaires, comment on les encode en caractères et inversement. Et du coup, pour les pages, pour que le navigateur sache comment les caractères sont encodés quand il les reçoit, il faut lui préciser le charset. Et du coup, on précise ici UTF-8, par exemple. On peut en préciser d'autres, vous pourrez en trouver d'autres sur Internet, mais généralement, je vous recommande d'utiliser l'UTF-8. Ça répond à la plupart des besoins. Ensuite, on a le Metaname Viewport. Alors ça sert pour le responsive. Pour rappel, le responsive, c'est le fait d'adapter le site sur les différents formats d'un écran. C'est-à-dire que faut que le site puisse être visible aussi bien sur un écran de PC qui est très grand qu'un écran de smartphone qui est tout petit. Et dans les deux cas, il faut que l'utilisateur puisse naviguer sur le site et accéder à toutes les infos du site de façon correcte. Le viewport, ça permet de définir en fait de base comment doit être affiché le site. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le device width, c'est-à-dire que on se base sur la largeur de l'écran pour adapter l'affichage, et on utilise un initial scale, ça c'est pour le zoom de mémoire, 1.0 pour dire qu'il n'y ait pas de zoom. En général, on va utiliser ça, c'est ce qui est le plus simple, plus efficace. Après, dans certains cas, on va avoir besoin d'adapter, mais on verra plus en détail une autre fois comment adapter, quelles sont les différentes possibilités de viewport. Mais c'est toujours important de le préciser. J'ai oublié de préciser aussi d'ailleurs pour ces deux-là, c'est important de les mettre dès le début. Parce que c'est précisé dans la norme du W3C. Le viewport, le charset et le viewport doivent toujours être les deux premières balises dans le head du HTML. Parce que c'est ces balises-là qui vont permettre de définir comment fonctionne le navigateur sur des choses qui se situent après. Et si on les met après, au final, ça peut avoir un impact sur les performances et ralentir le chargement du site. De façon infime, mais ça peut le ralentir quand même. Voilà. Après, il y a d'autres balises qui existent en méta, il y en a beaucoup. Il y a par exemple le méta keywords qui est à ne plus utiliser du tout. L'idée, c'était de mettre des mots-clés dedans. C'était pour les moteurs de recherche à l'origine. En fait, les moteurs de recherche ne lisaient pas tout le contenu du site. Ils retenaient simplement le lien, le keyword et la description. Description, on va voir juste après. Et du coup, si on saisissait un mot dans le moteur de recherche qui correspondait à un keyword de la balise meta keyword, ça ressortait dans les résultats du moteur de recherche. Sauf que des moteurs de recherche comme Google se sont vite rendus compte que des gens mettaient des centaines et des centaines de mots-clés dans leur balise keyword pour que leur site ressorte dans tous les cas sur tout type de recherche. Et du coup, c'est devenu une mauvaise pratique qui a tendance à essayer d'exploiter le moteur de recherche. Et les moteurs de recherche ne s'en servent plus du tout de cette balise keyword. Et c'est une mauvaise pratique de l'utiliser. Il y a la description aussi, métadescription. C'est métaname d'ailleurs, égale keyword, et métaname égale description. Celle-là, elle permet aussi au moteur de recherche d'obtenir de l'information. Et généralement, c'est quand votre site va être affiché en résultat de moteur de recherche, vous avez le lien avec le titre, qui est souvent le title de la page. Et en dessous, vous avez un début de description. Et c'est cette description-là qui va être utilisée la plupart du temps. Mais de moins en moins, les moteurs de recherche ont de plus en plus tendance à lire le code et voir la page et reprendre les premiers mots ou les premiers paragraphes qui sont sur la page comme description dans les résultats de recherche. Donc c'est mieux de la mettre, mais c'est clairement pas indispensable. Il y en a d'autres qui existent, mais on va arriver sur des choses plus avancées et moins utiles ou moins pratiques en tout cas. Donc ce sera à peu près tout pour les balises d'en-tête, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. On aura l'occasion de parler de certaines dans d'autres lives et d'autres cours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour du HTML. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et vous êtes impatients tous maintenant de passer au CSS pour pouvoir designer un peu
ce contenu qui pour l'instant ne donne pas envie du tout.